Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous débattons aujourd'hui, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent, avec Éric Tegner, journaliste, président de Livre Noir. Bonjour Valérie. Je rappelle que le dernier numéro est sorti la semaine dernière avec une enquête choc, une infiltration d'une de vos journalistes dans les milieux d'extrême gauche, qui est assez glaçant et saisissant de ce qu'on peut y lire. Je conseille vraiment la lecture de cette enquête. Votre journaliste d'ailleurs est menacé. Oui, mais ça c'est le propre aujourd'hui des journalistes qui... Elle était en infiltration. Oui, tout à fait, auprès de groupes qui d'ailleurs hier manifestaient sans aucun problème à Paris contre l'islamophobie, avec des fichiers comme Ilyas Dismsalen, des gens d'Urgence Palestine ou autres, main dans la main avec la France Insoumise. Absolument. Alexandra Spinner, enseignante, bonjour. Bonjour Valérie. Professeur. Éric Revel, journaliste, éditorialiste à Sud Radio. Tout compte fait, c'est tous les matins à 7h20 dans le Grand Matin Sud Radio. Bonjour. Vous n'êtes pas à l'île de Ré. Non, je suis revenu dimanche. Alex Darmon, journaliste politique. On peut rien vous cacher. Journaliste politique, on vous retrouve sur votre chaîne YouTube Les Indécis. Et on peut encore voir votre document. Jusqu'à la fin du mois, là, donc c'est bientôt la fin. Le ministre qui ne devait pas l'être, consacré à Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice. L'internat pour les décrocheurs, est-ce la solution? Ça fait une semaine qu'on entend des petits remèdes, qu'on a un gros problème. Donc on va en parler. 9 mois de résidence en France pour toucher les aides familiales au lieu de 6 mois. Et puis Monsieur Ruffin peut-il sauver la gauche? Peut-il prendre la place de Jean-Luc Mélenchon? En tout cas, il est visiblement dans les sondages. Ça, c'est en tout cas ce qui a l'air de se dessiner. Éric, on va commencer avec vous. C'était l'actualité, hélas, de ce week-end. Oui, c'est Stanislas Rigaud, le président de Génération Zemmour, c'est-à-dire le mouvement des jeunes de Reconquête, qui a été donc agressé vendredi soir à 23h à Paris. Il sortait d'un restaurant avec un ami. Il attendait son Uber, parce que malheureusement le type de personnalité aujourd'hui ne peut plus prendre les transports, donc par plus de sécurité il attend son Uber. Et là donc une dizaine de jeunes de 25 ans, plutôt des gauchistes je dirais, ont commencé justement à l'agresser, voulaient tout simplement l'agresser physiquement. Une jeune femme lui a craché dessus, donc évidemment il a porté plainte. Alors pourquoi ce coup de gueule? Parce qu'aujourd'hui on voit de plus en plus de militants d'extrême gauche, notamment des antifas aussi, à Paris. Avant c'était dans l'est de Paris, maintenant c'est dans tout Paris, qui font la traque à certains de leurs opposants politiques. C'est d'ailleurs quelque chose que notre journaliste justement, qui était dans ces groupes d'extrême gauche, a pu montrer, où elle était dans des groupes WhatsApp où ces gens au niveau local s'organisent pour, dès qu'ils vont repérer des élus du Rassemblement National, de Reconquête ou des militants de droite plus généralement comme l'UNI, vont les signaler, vont prendre une photo, le mettre sur ce groupe WhatsApp et ensuite prévenir les antifas qui vont venir et qui vont, comme ils disent dans leurs termes, les exfiltrer de ces zones. Donc ils agissent un peu comme des caïds de banlieue, à considérer que c'est un peu chez eux. Donc voilà, c'était un coup de gueule parce qu'aujourd'hui c'est absolument scandaleux que des gens qui ont des responsabilités politiques à droite soient traités un petit peu comme des gens qui n'auraient pas lieu d'être, en fait pas lieu d'exister. Et quand ce matin je lis dans une tribune du Monde que le danger d'extrême droite est mis sur le même plan que la hausse du terrorisme ces dernières années, moi ça me scandalise, parce que comme à chaque fois ces personnes-là refusent de voir que dans leur propre camp il y a des gens qui sont à chaque fois agressifs, et c'est quelque chose que aujourd'hui c'est banalisé, hein. Plus personne n'en parle que lorsqu'il est agressé dans la rue, etc. C'est devenu le quotidien de pas mal de monde. Non, mais une violence qui monte d'une manière générale, hein. Oui, je crois qu'on sent bien ça, cette espèce de violence insoutenable dans toute la société, et qui frappe aussi les élus. Il y a une espèce de tabou qui est tombé. Avant, on respectait son maire, on avait une sorte quand même pas de déférence, mais de respect de ceux qui nous représentent. On l'a vu avec l'agression effroyable de Vincent Jeanbrun dans sa maison, dans laquelle il y avait sa femme, ses enfants. Oui, il y a un vrai tabou qui est tombé, et c'est terrifiant. Et on a l'impression que le lien n'est pas prêt de se refaire. Enfin, c'est ça qui fait peur, en fait. Non, mais il n'y a rien à ajouter. À partir du moment où on se fait agresser, peu importe de quel parti on vient, quelle politique on défend, se faire agresser pour des idées politiques,
C'est injustifiable et incompréhensible. Et on peut parler aussi des journalistes qui sont menacés sous protection ou de gens qui sont sous protection comme Philippe Val depuis des années. Mais c'était en 2015, vous vous rappelez quand même, il y avait des journalistes qui étaient sous protection dans leur propre rédaction et on connaît le résultat parce qu'il y a des gardes du corps qui ont perdu la vie pour avoir protégé ces journalistes. Et 10 ans plus tard, quasiment 10 ans plus tard, on a l'impression que rien n'a changé et que c'est même pire parce que ça se banalise effectivement, comme le disait Eric, en plein Paris, et où des personnalités politiques peuvent se faire agresser, cracher dessus. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec les idées, je veux dire, il y a les plateaux de télévision, de radio pour débattre, et il y a même maintenant les réseaux sociaux, malheureusement quelquefois, pour dire qu'on est d'accord ou pas d'accord. La violence physique ne peut en rien se justifier. Oui, un auditeur me dit c'est une guerre civile à bas bruit. Je ne sais pas si on peut aller jusque-là. Espérons qu'on n'en viendra pas là. Mais c'était les mots de Malika Sorel. Comme j'ai un spécialiste S Dupond-Moretti à ma gauche, je me demande toujours comment Dupond-Moretti, garde des Sceaux, peut vivre avec la petite phrase qu'il avait lancée à l'époque. Vous savez, le sentiment d'insécurité. Vous voyez, les Français ont plus un sentiment d'insécurité. Ils la vivent quand même au quotidien. Enfin, moi, je suis effaré, si vous voulez, du nombre de faits de société qu'on commente, de gamins, de gens tabassés à coups de batte de baseball, poignardés. Vous parliez d'Île de Ré tout à l'heure, ma chère Valérie. Pour la première fois dans l'histoire de l'Île de Ré, on a eu, dans la nuit de samedi à dimanche, un crime à coups de poignard dans une maison d'Ars-en-Ré, qui est un village à côté entre la Couarde et les Portes. C'est la première fois, de mémoire de mère, me disait-on quand j'étais sur place, qu'on a assisté à un assassinat à coups de poignard dans l'île de Ré. Un type de 50 ans qui a été poignardé chez lui. Bon. Mais je discutais avec un maire des Hauts-de-Seine hier qui m'expliquait la hausse des cambriolages, c'est-à-dire qu'on est sur 270% d'augmentation dans certaines communes, avec des jeunes mineurs qui sont relâchés. Et il me parlait de ces émeutes qu'il y a eu, dont on a arrêté, il m'a dit dans sa commune, une vingtaine de personnes, je veux dire, on ne va pas dire de jeunes, il y en a 15 qui ont été entendus et 4 qui vont comparaître un an après. Un an après, c'est à quoi ça rime. Je suis pas un spécialiste d'Éric Dupond-Moretti. En tout cas, l'extraordinaire document que vous avez réalisé sur le ministre. Non, mais simplement pour répondre, effectivement, on parle des émeutes de juillet dernier qui ont été peut-être, on verra en juillet prochain, puisqu'un texte va être débattu, on en parlait la semaine dernière sur votre plateau. Juillet dernier, vous avez quand même 1000 émeutiers qui sont interpellés, donc 60% de primo-délinquants. Non mais c'est pas dans la culture française de faire ça non plus. Et ça, il faut bien en avoir conscience aujourd'hui, qu'il faut que ça change, c'est certain. Je pense que au plus haut degré de l'État, on en a conscience. Après, faire changer les mentalités, vous savez, on parle de cette clause de mineur, alors le nom m'échappe, mais celle... L'excuse de minorité. Qui peut sauter à certains moments, mais très rarement. Là, on parle de la faire sauter, mais c'est anticonstitutionnel. Donc, il faut revenir sur la Constitution. Bref, le débat, il est bien plus large que de dire simplement, il faut les mettre en prison, ou il faut faire en sorte qu'ils soient retenus, ou il faut faire en sorte qu'ils restent plus longtemps en détention. Honnêtement, le sujet est bien plus profond. Donc, moi, je me réjouis qu'il y ait un texte qui soit débattu en juillet prochain au Parlement, pour qu'enfin, on remette le statut des mineurs sur la table. Parce que c'est vrai qu'on ne s'y intéresse pas. Voilà. Après, le problème, c'est qu'on pense quand même la sanction des mineurs comme uniquement un moyen de les éduquer. Donc il y aura toujours de toute façon un psy pour vous expliquer que le mettre en prison ou être trop sévère au début, ça va le mettre du côté délinquant. La vérité, c'est qu'il faut être capable aujourd'hui de dire qu'il y a, je le pense, des jeunes qui sont perdus et qu'en fait, le voir ça permet de sauver tous les autres. C'est le même cas de figure lorsque dans une classe, on va décider d'expulser quelqu'un. Et aujourd'hui, la vérité, c'est que ces jeunes-là qui ont fait notamment, par exemple, les émeutes, lorsqu'on dit que la solution, c'est leurs parents, parfois qui ont une vingtaine d'années, c'est qui ? C'est les émeutiers de 2005. Donc en fait, on est en train de faire des reproductions et les délinquants actuels, dans 15 ans, ça sera les nouveaux parents, des gens qui poseront encore plus problème. Mais vous savez, si on veut vraiment prendre ce problème à bras-le-corps, il faudra aussi se poser la question des juges pour mineurs. C'est une véritable révolution qui doit se mettre en place. On se retrouve dans un instant avec vous. On va revenir justement sur cette proposition d'internat pour les décrocheurs. Est-ce que c'est une solution ? À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.
Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Mettons-nous d'accord aujourd'hui autour d'Éric Tegner, journaliste, président de Livre Noir, nouveau numéro en kiosque avec cette infiltration dans les milieux d'extrême gauche. Alexandra Spinner, enseignante, Éric Revel, journaliste, éditorialiste sur Sud Radio, oui. Tout compte fait. Tous les jours à 7h20 dans le Grand Matin Sud Radio, et Alex Darmon, journaliste politique. On vous retrouve sur votre chaîne YouTube, Les Avec Indécis. un grand document sur un grand ministre de la Justice. Absolument, il l'a fait. Il l'a dit en prison. Mais moi, je fais la promotion des choses qu'il faut regarder. Merci Valérie. L'internat pour les décrocheurs, est-ce que c'est la solution? Le changement assez discret qui a été opéré par le gouvernement en ce qui concerne la résidence en France pour pouvoir toucher les aides familiales. Normalement, il fallait rester 6 mois en France pour avoir droit à ces aides. Désormais, ce sera 9 mois. Et puis, on va parler de Monsieur Ruffin. Peut-il sauver la gauche? On continue notre tour de table avec vous, Éric. C'est un coup de gueule. Éric Revel. Oui. Alors, ça va peut-être vous paraître un peu loin des préoccupations actuelles, quoique, je ne sais pas si vous avez vu le grand laboratoire pharmaceutique Biogarant, qui est une filiale de Servier. Absolument. Est en vente. C'est un laboratoire qui est le leader des médicaments génériques en France. Il va être vendu peut-être à un groupe indien. Alors que ce soit vendu à un groupe indien, un fonds d'investissement ou autre chose, ce qui est absolument stupéfiant, c'est qu'on avait cru qu'on avait retenu les leçons après la crise Covid, où on s'était aperçu que les médicaments, les vaccins étaient fabriqués en Chine ou en Inde justement. Et d'ailleurs, le président de la République avait rappelé en juin dernier qu'il faudrait conserver sur le sol national tous les médicaments qui étaient essentiels à nos vies. Je crois que c'était les termes du président de la République. Écoutez, si ce laboratoire et ses sous-traitants sont vendus à un groupe étranger, la souveraineté nationale, la santé publique seront de nouveau jetées aux orties. Ça veut dire qu'on a finalement retenu que peu de leçons de ce qui s'est passé avec les masques, avec les vaccins, avec les médicaments. Alors Bercy regarde ça de très près, est-ce qu'ils mettront leur veto ou pas? Et puis, nonobstant le sujet de santé publique et de souveraineté nationale, il y a aussi un sujet d'emploi. Parce que Biogrand, en France, c'est 240 emplois et plus 8000 si vous ajoutez les sous-traitants. Donc, vous voyez, c'est un vrai sujet qui passe un peu sous les radars, parce que c'est des sujets économiques, mais en fait, c'est des sujets très structurants. Des conséquences très directes. On n'arrête pas de brader notre souveraineté nationale dans le médicament et ailleurs, mais là, alors qu'on nous avait dit l'inverse au moment du Covid, et puis vous avez vu que les pharmaciens, l'Union des pharmaciens appelle à la grève le 30 mai prochain pour protester contre les pénuries. C'est-à-dire qu'il y a une grave pénurie de médicaments aujourd'hui. Alors qu'Emmanuel Macron avait expliqué que sur un claquement de doigts, on allait rétablir, on allait de nouveau fabriquer beaucoup de médicaments en France. Vous avez vu qu'on manque d'antibiotiques, on manque de Doliprane, bref, voilà. Mais ces pharmaciens disent, c'est vrai, les patients n'ont pas accès à leur traitement aujourd'hui. Ils sont obligés de faire plusieurs pharmacies pour trouver, ou pas d'ailleurs, leur traitement ou des traitements alternatifs. Et ça, c'est effectivement dû au fait qu'on soit dépendant de gros labos. Moi, on m'a expliqué qu'effectivement, certains traitements, en plus, n'étaient pas assez chèrement payés par la France, ce qui fait qu'ils préféraient vendre ailleurs ces médicaments. Donc, il y a un vrai sujet et effectivement... coup de gueule intéressant et utile. Coup de gueule que je partage, d'autant plus qu'il y a un article dans le Code monétaire et financier qui permet au gouvernement de s'opposer au rachat par un groupe étranger. Donc je ne vois pas, c'est toujours le en même temps. On parle de souveraineté nationale et puis... ça, on laisse si réindustrialiser dans le secteur de la pharmacie et du médicament en France, c'est juste avoir des boîtes qui sont capables de mettre sous blister les médicaments, on se fout de la pardonnez-moi, mais là, ce champion français du médicaments génériques, s'il part ailleurs, ou si vous avez des intérêts, encore une fois, l'Inde, c'est le premier laboratoire pharmaceutique au monde. Mais si c'est un fonds d'investissement, alors ce groupe est en difficulté, il fait 740 ou 750 millions d'euros de chiffre d'affaires, il est quand même en difficulté, mais je pense qu'on devrait se mobiliser. Oui. Si le gouvernement et le président de la République veut faire un symbole de la souveraineté médicale, pharmaceutique en cours en France, il faut absolument pas que Biogarant, me semble-t-il, passe ailleurs, sous pavillon étranger. Pourquoi c'est en difficulté ?
puisque c'est. Alors j'ai regardé, j'ai pas trouvé exactement le chiffre d'affaires. Mais vous avez raison. Vous avez raison, c'est que le LEM, qui est un peu le lobby l'agence du médicament, qui regroupe les lobbies, le lobby des laboratoires pharmaceutiques en France, dit qu'on ne vend pas suffisamment cher les médicaments en France. Il y a un problème de remboursement, il y a un problème de prix payé par les usagers, mais on ne peut pas considérer que la santé n'est pas un sujet de souveraineté nationale. La santé, c'est un sujet de souveraineté nationale, comme l'armement. Bien sûr. Ouais, moi je suis ébahi par, et je remercie Eric Revel d'en parler effectivement par cette nouvelle. Ce que j'ai vu, c'est que le ministre aussi s'était dit choqué contre le laboratoire Servier, mais dans le même temps, il dit simplement qu'il va demander des conditions très importantes et très restrictives pour permettre cette vente. C'est-à-dire qu'il est déjà dans la logique de ne pas utiliser ce dont vous parliez tout à l'heure. Faut pas oublier aussi que lorsque on vend un de nos fleurons, derrière, on perd aussi des compétences. Le milieu pharmaceutique aujourd'hui, c'est énormément de compétences, de spécificités. Il y a certains métiers où il y en a simplement 10 ou 15 en France qui savent le faire. Et donc, lorsqu'on perd cela, on perd la possibilité demain, tout simplement, de réindustrialiser. C'est beaucoup plus facile, ça paraît basique ce que je dis, mais c'est beaucoup plus facile de conserver aujourd'hui des entreprises en investissant pour les garder, plutôt que de les faire revenir. Et ça, je suis surpris qu'Emmanuel Macron ne soit pas capable. Ils sont capables d'injecter à chaque fois des milliards par-ci par-là, mais ils sont pas capables juste de sauver sur l'aspect sanitaire. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que on passe notre temps à dire que aujourd'hui on dépense énormément dans la sécurité sociale, etc. en France. Si on n'a pas le contrôle aussi sur ce qu'on produit, eh bien on va continuer. Ça va continuer aussi à coûter toujours plus cher. Parce que vous avez fait un vrai coup de gueule, Eric. Le ministre, il dit: je regrette cette vente de Biogarant. Lacté, en réalité. On dit pas je regrette cette vente. On dit c'est inadmissible. Lescure, il dit ça. Il dit je serai extrêmement ferme et que j'examinerai toutes les conditions que l'on pourrait imposer à cette transaction. Et alors il dit ce qui m'énerve le plus, c'est que ça fait des mois qu'on met en place une politique proactive pour faire venir des grands laboratoires pharmaceutiques en France, Pfizer, AstraZeneca, Nova, etc. Ils viennent en France et c'est le moment que choisit ce laboratoire Servier pour vendre, puisque Biogarant ça appartient à Servier apparemment. Oui, c'est ça. Ce que je vous disais, c'est une filiale du groupe Servier qui a un groupe. On comprend pas bien. C'est quoi la politique proactive? Il y a un grand ami en ce moment de la France, c'est quand même le Premier ministre indien. Donc ça serait pas mal pour une fois qu'Emmanuel Macron nous montre que dès qu'il va dans un pays à l'étranger ou dès qu'il injecte de l'argent à l'étranger, ça nous est utile aussi pour défendre nos propres intérêts. Donc là-dessus, on va voir aussi si Emmanuel Macron est capable justement. Il s'est rendu il y a un mois. Exactement, il était il y a un mois. Et ils ont célébré en fanfare, etc. leur amitié. On sait que c'est très important l'Inde aujourd'hui pour des aspects géopolitiques qui soit allié avec la France. Mais il faut quand même qu'il soit capable aussi de l'utiliser, cette puissance. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de parler d'un groupe où justement il y a un fonds d'investissement qui est à l'intérieur, où finalement on peut rien faire. Effectivement, on a appris de l'époque d'Alstom où à ce moment-là, Montebourg, il n'avait pas grand-chose. Et donc ça serait surprenant qu'à ce moment-là, alors qu'il est ami avec le Premier ministre indien, qui n'arrive pas justement à bloquer cela. Excusez-moi, mais c'est pas comparable Montebourg et Roland Lescure. Non. En termes d'industrie, si aujourd'hui vraiment la France tenait à son industrie, sans manquer de respect au ministre Roland Lescure, on identifierait plus le ministère en question, le ministre aussi. Ça serait pas une simple dépêche AFP ou une simple déclaration sur Internet qu'on lirait par rapport à l'industrie française. Il y a un vrai problème sur l'industrie aujourd'hui en France. C'est plus du tout une cause nationale. On brade nos entreprises et nos groupes importants. Montebourg, vous parliez de Montebourg à l'époque d'Alstom, même je trouve avec un peu trop d'acharnement à mon goût. Il s'en est pris à l'ancien patron, Monsieur Cron, je crois, d'Alstom. Il défendait, qu'on soit d'accord ou pas d'accord. Et moi, à l'époque, j'étais pas d'accord avec sa défense d'Alstom, enfin en tout cas de la politique envers Alstom. Il défendait en tout cas l'industrie française. Aujourd'hui, vous avez une simple phrase d'un ministre de l'industrie pour dire c'est ennuyeux. C'est ennuyeux quand même qu'on laisse partir. Voilà. Alors Valérie Rabault, vice-présidente de l'Assemblée nationale, a dit: la loi donne à Bercy le pouvoir d'interdire le rachat de Biogarant par des entreprises non européennes. Donc elle a écrit à Bruno Le Maire. Elle dit: le prix des génériques doit être réétudié. Et elle a fait une proposition de loi en février qui a été votée pour sécuriser les stocks de médicaments. Donc je ne sais pas après, au-delà de la loi, dans mais où sont les ministres dans tout ça? On parle de Michel Lescure, le ministre de la Santé.
enfin, le ministre délégué à la santé, monsieur Valtou, il est où? Madame Vautrin, elle est où? Est-ce qu'on les entend sur ces questions-là? On n'entend personne, alors qu'effectivement, ce sont des, entre guillemets, des joyaux français. Mais regardez juste, Valérie, j'ajoute, parce que ce qu'on dit dans le secteur du médicament, il est vrai aussi ailleurs. Regardez le nombre de grandes marques, de grandes industries françaises qui ont disparu depuis des décennies. Vous vous souvenez de Péchinet? Péchinet, ça s'appelle Alcan aujourd'hui, c'était racheté par les Canadiens. Vous vous souvenez d'Alcatel? Alcatel, ça a disparu. Vous vous souvenez d'Arcelor? Arcelor, c'est devenu Mittal. Oui, mais ça a été racheté par un groupe indien. Donc en fait, toute notre industrie, au nom de la mondialisation heureuse, au nom de l'idée à une époque que soutenaient les grands patrons, qu'on pouvait très bien avoir une économie sans industrie, sans unité de production, que la France serait une économie de service. Tout ça nous coûte extrêmement cher. Alors, je ne sais même pas si on peut faire marche arrière. Non. On va marquer une pause. On se retrouve dans un instant. On continue notre tour de table avec vous sur Sud Radio. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Moi, je regarde les matchs, mais je coupe le son de la télé et je mets Sud Radio. Les meilleurs commentateurs, c'est Sud Radio. Il n'y a rien à dire. Sud Radio, la radio du rugby. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on va parler donc de cette proposition des internats pour les décrocheurs. Bon, ok, comment ça va marcher? Qui va encadrer ces jeunes? Où va-t-on les mettre? On va en parler dans un instant, mais on continue notre tour de table de ce qui a retenu votre attention, Alexandra Spinner. C'est une vidéo TikTok? Oui, c'est une vidéo TikTok. Alors, une jeune femme qui se fait appeler Brocéliande sur les réseaux sociaux a posté sur TikTok une vidéo qui a fait plus de 2 millions de vues. Une vidéo dans laquelle elle lit une lettre qui est adressée au président de la République. C'est un appel à l'aide. Elle dénonce la situation dans laquelle se trouve sa maman, qui est séparée d'un conjoint violent. Elle explique qu'en dépit de nombreuses plaintes et de mains courantes, sa mère n'a pas obtenu du juge le renouvellement de l'ordonnance de protection qui avait été mise en place pour protéger la victime. Le juge aurait argué du fait, ces mots sont terribles, que peut-être la victime ment. Alors on parle d'un homme qu'elle nous décrit comme colérique, alcoolique, obsessionnel, en possession de nombreuses armes à feu et accessoirement d'un casier judiciaire. Alors cet homme a scié le canon de son fusil et a tenu sa compagne et ses filles en joue, puis a fini par tirer, heureusement. Parlez bien dans le micro, ouais. Pardon. C'est un homme qui la suit, qui la terrorise, qui la poursuit, qui la harcèle, qui dégrade son véhicule. Et c'est glaçant d'entendre cette jeune femme nous dire que chaque jour, elle voit le compteur des féminicides augmenter et qu'elle ne peut s'empêcher de penser qu'un jour, elle y verra le nom de sa maman et de ses sœurs. Alors on le sait, il y a en France... Comment on peut comprendre ça ? Pardon ? Comment on peut comprendre la décision du juge ? C'est toujours compliqué quand on n'est pas dans le dossier. Alors je sais que c'est toujours... Ouais, on entend toujours les avocats nous dire, et je l'entends bien, que c'est toujours compliqué de comprendre un dossier tant qu'on n'en a pas vu tous les détails. Mais enfin là, on sait quand même qu'il y a un féminicide qui survient dans notre pays tous les 3 jours. C'est 94 féminicides en 2023, 42 déjà depuis le début de l'année. Alors certes, il faut se réjouir qu'il y a du mieux. Il y a une baisse de 10%. De 20% par rapport à l'année 2022 qui a connu 118 féminicides. Maintenant, nous avons chacun des 164 tribunaux français et des 36 cours d'appel qui est doté d'un pôle spécialisé dans les violences intrafamiliales. Mais je vous rappelle quand même que depuis 2017, la cause des violences faites aux femmes a été déclarée grande cause nationale. Avec quel résultat, quoi? Parce que c'est très bien les grands effets de manche et les mesures incantatoires, mais il faut quand même savoir que quand le garde des Sceaux fait des circulaires, elle n'a aucune force, c'est-à-dire qu'elle ne s'impose pas au juge. Donc c'est dramatique. Il est urgent, je pense, de repenser, de refinancer notre justice pour qu'elle puisse de nouveau inspirer confiance aux Français et qu'elle doit être implacable. D'ailleurs, tout ce dont on parle aujourd'hui, il s'agit d'une justice qui ne répond plus à la violence de notre société. Donc voilà, gros coup de cœur pour cette jeune femme que j'ai trouvée courageuse et qui a ému la France. Sur ça, en espérant qu'elle sera entendue. Non, mais c'est, les féminicides, les violences intrafamiliales,
c'est terrible, c'est un vrai fléau, c'est effectivement une cause du quinquennat, en tout cas les violences faites aux femmes depuis 2017. Oui. Avec quel résultat ? Moi, on n'en fera jamais assez de toute façon. Tant qu'il y aura une femme... je l'ai dit, il y a du résultat, je ne le nie pas. Même au-delà du résultat, je vais vous dire, moi je vais prendre mon exemple personnel. Avant 2017, honnêtement, les violences faites aux femmes, j'en entendais très peu parler, malheureusement, et je trouve qu'on en parle beaucoup, qu'on n'en parle pas assez, encore une fois. Il faudrait en parler tous les jours. Il faudrait, vous savez, il y a les compteurs et c'est pas pour faire une comparaison amère, mais il y a des compteurs des gens qui sont tenus en otage. Il faudrait faire des compteurs pour savoir, pour rendre compte aux Français dans les rues, quand on passe, combien de femmes meurent par jour sous les coups des hommes. Après, sur la politique judiciaire, vous avez raison. De toute façon, il n'y a pas assez de téléphones grave danger, ça c'est certain dans les juridictions. Effectivement, quand le ministre de la Justice rédige une circulaire, elle n'est pas tenue obligatoire pour les magistrats, malheureusement. C'est tout le sujet. Oui, c'est tout le sujet, mais il y a aussi sans doute dans ce sujet des problèmes d'éducation qu'il faut prendre à la racine à l'école. On parle très peu de ça à l'école aussi, ces violences intrafamiliales, parce qu'on a peur d'en parler, parce que les enfants concernés ou les mamans concernées ont peur d'en parler. Je pense qu'il faut libérer encore plus la parole. Au-delà de la justice, il faut libérer encore plus la parole. Quand vous avez des décisions comme celle-là, c'est étonnant. Juste rappeler aussi que Samara, la jeune femme agressée à Montpellier, rentre à l'école ce matin et elle n'y rentre pas justement, elle est à distance. Ouais. Donc c'est elle qui est agressée et c'est elle qui est obligée d'être à distance. Et le conseil de discipline n'a toujours pas eu lieu. Les élèves agresseurs ont été refusés ce matin à l'entrée de cet établissement aussi. Non mais bien sûr. Mais ce que je veux vous dire, c'est que les élèves agresseurs ont aussi été refusés à l'entrée de cet établissement. Et Samara, c'est terrible. Non mais doivent passer devant le conseil de discipline. Ça fait 10 jours. Je suis d'accord avec vous, il devrait être renvoyé sur le champ. Oui, voilà. C'est quand même... Parce que de toute façon, aujourd'hui, dans l'école, lorsque on veut prendre une sanction contre vous, il y a des délais à chaque fois. Il faut laisser passer 2 jours, il faut que la personne puisse venir avec son avocat, puis il y a à nouveau 2 jours. Et donc, d'ici à ce que la sanction arrive, de toute façon, il peut se passer beaucoup de choses. Moi, ce qui me marque le plus dans votre exemple, c'est que, en fait, on est dans un monde aujourd'hui où on est obligé de faire parfois du buzz, de s'exposer pour pouvoir être entendu. Et en fait, c'est presque démoralisant. Quand derrière le politique se mobilise suite à ça, moi ça me démoralise quand même. Parce que je me dis, bon, à un moment donné, il a des services, il est quand même informé, il a des notes sur son bureau tous les matins. Pourquoi est-ce qu'il attend à chaque fois qu'il y ait soit les médias et maintenant les réseaux sociaux, parce qu'en fait, les médias parfois n'ont pas fait leur travail aussi, pour pouvoir s'exposer là-dessus. Et il y a toujours le doute où on va dire oui, mais faut pas le justice, c'est des réseaux sociaux, on en parle souvent ici. Ouais, mais il y a des gens, en fait, c'est la dernière chose et la dernière option qui leur reste. Sa dernière possibilité. Ouais. Je vous parlez des médias qui parfois ne parlent pas de certaines choses. Moi, j'ai été très frappée ce week-end par ce qui s'est passé sur le périph' parisien, où un chauffard qui roulait sans feu à 4h du matin a provoqué un accident et a surtout, au moment d'une interpellation, a blessé très grièvement une policière qui a été transportée en urgence absolue, un enfant qui a été touché, qui était dans la voiture du chauffard, qui a essayé de s'enfuir. Enfin, imaginez si l'un des policiers avait, au cours de ce contrôle, frappé la voiture, quelqu'un était mort, on aurait une marche blanche, on aurait des manifestations. Là, on a quand même 3 policiers qui ont été gravement blessés, 2 légèrement blessés et 1 gravement blessée. Personne n'en parle. Ce qui est terrifiant, c'est qu'on s'habitue à cette violence. Oui, mais je parle du 2 poids 2 mesures. C'est-à-dire que dans les délits de fuite, vous avez un jeune à moto qui ne mérite évidemment pas de mourir lors d'un contrôle policier, mais qui refuse d'être interpellé. Là, vous avez la même chose, c'est le policier qui est blessé. Et il y a pas Parce qu'on a un système de droits et de valeurs aujourd'hui qui ne protège plus les victimes. Ouais. Et peut-être que ceux qui pensent bien ne sont pas assez bruyants. Peut-être. Alex, vous, on est toujours dans la même ambiance. Ouais. Oui. Moi, c'est un coup de gueule contre la démission du maire de Mions, Claude Cohen, dans le Rhône. C'est une ville dans le Rhône qui donc a annoncé sa démission en début de week-end. Alors, il donne plusieurs raisons, notamment la lourdeur administrative, les logements sociaux, où aujourd'hui sa ville doit répondre au département, et donc il subit plus une politique et les retombées de cette politique financière qu'autre chose. Il doit payer des amendes alors qu'il n'est pas responsable, c'est ce qu'il explique en tout cas. Donc lourdeur administrative, il y a aussi le climat général, et il parle aussi de propos antisémites tenus à son égard. Il s'appelle Claude Cohen, et il dit que pour lui c'est plus un secret et pour les autres non plus. Il a été élu en 2012, ce maire. Il a été réélu en 2020 et il démissionne aujourd'hui parce que
selon lui, la goutte d'eau, il faudra le vérifier, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'était lors du dernier conseil municipal où un élu communiste vient avec une écharpe du Hamas au conseil municipal pour le provoquer, parce qu'il s'appelle Claude Cohen. Et les images existent. Hein. Voilà. Donc voilà, vous me l'apprenez, les images existent. Il dit qu'il sait faire la différence entre une écharpe palestinienne et une écharpe du Hamas. De toute façon, l'un ou l'autre, pour moi, ça n'a rien à voir avec l'action politique. Et donc, ça dit aussi quelque chose de notre société. On en parle depuis le début sur les coups de cœur et les coups de gueule des uns et des autres. C'est aussi l'état de notre société, la violence de notre société, la violence physique, bien entendu, on en a parlé tout à l'heure, mais aussi la violence morale. Violence morale, pour qu'un maire arrive à démissionner de son poste alors qu'il est depuis 2012 dans une petite ville de 15 000 habitants. Enfin, c'est pas une grande ville, c'est pas, et puis même, ça serait pas excusable, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un petit village de 15 000 habitants. Il arrive à en démissionner pour des lourdeurs administratives, c'est une chose, mais qu'il arrive à en démissionner pour des propos qui sont tenus à son encontre parce qu'il est juif, clairement c'est ça, parce qu'il est juif, c'est quand même très très inquiétant. Oui, mais on en revient justement au laxisme de la justice, puisqu'il a déclaré que la personne qui l'a menacé de le décapiter, a été entendu par la gendarmerie et a été libéré. On lui a fait un rappel à la loi. Je veux dire, qu'est-ce que ça dit de la justice? Qu'est-ce que ça dit de notre prise de conscience de cette société terrifiante dans laquelle on nous demande de vivre? Non, mais ce qui est plus grave, il faudra vérifier, c'est qu'aucune plainte n'a été enregistrée. Oui, de la part de Claude Cohen chez les policiers depuis un an. Mais il a porté plainte? Justement, ça, faut vérifier. Faut vérifier, je sais pas. Si c'est le cas qu'il a porté plainte et que la plainte n'a pas été enregistrée, c'est quand même très embêtant. Puisque celui qui a menacé de le décapiter a été entendu par la gendarmerie. C'est ça, il a bien fallu que la gendarmerie se saisisse des faits, donc il a bien fallu que ces faits soient portés à leur connaissance. Mais le procureur ne s'en est pas saisi non plus. Voilà. Absolument. Ouais. Moi, ça m'étonne pas parce que vous savez, la violence la plus flagrante aujourd'hui, c'est quoi? C'est le terrorisme. Or, on le voit bien depuis 6 mois, le terrorisme, notamment le terrorisme islamiste qu'on a vécu le 7 octobre, mais le terrorisme aussi en France, est relativisé par une partie de l'opinion et par une partie des décideurs médiatiques et politiques. Donc à partir de ce moment-là, comment vous voulez, sur les choses les plus basiques, commencer à distinguer le bien du mal, quand de toute façon, vous allez considérer que si, justement, vous êtes, l'autre est dans le camp que vous considérez comme le mal, vous avez une violence qui est justifiée. Voilà la réalité aujourd'hui du climat politique. On est en train de justifier la violence. Et quand je vous parle du terrorisme par rapport à 7 octobre, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'essayent de faire aujourd'hui énormément d'islamistes, mais aussi, on l'a vu, qui vont relativiser, qui parfois vont même dire que les attentats, par exemple, Mohamed Merah, c'était pas vraiment des attentats, que finalement c'était l'État français. Jean-Luc Mélenchon qui disait, vous verrez, avant une élection, il y aura un attentat, etc. Un peu comme on les entend, les islamistes qui aujourd'hui vraiment sont visibles, sont sur les réseaux sociaux, qui vont dire que c'est fait pour alimenter l'islamophobie. C'est-à-dire que, au bout du compte, y compris ce qui passe sur notre sol, qui paraît vraiment flagrant, objectif, etc., est relativisé. Donc derrière de simples insultes, de simples menaces de mort aujourd'hui, effectivement, plus personne n'est choqué par ça. Oui, Eric. Oui, je voulais parler aussi de cet élu de Smer en région parisienne qui aurait fait ou qui a fait un salut nazi en plein conseil municipal. Bon, même il s'est excusé parce qu'évidemment le geste est inexcusable. Mais vous voyez le bruit que fait cette affaire d'un élu qui fait un salut nazi en plein conseil municipal par rapport au bruit que fait un élu communiste qui porte une écharpe du Hamas. Alors que le Hamas, évidemment, enfin pour moi c'est clair, net et précis, c'est un groupe terroriste, pas un groupe de résistants. Ce que je veux dire, c'est que d'un côté, et c'est normal, les médias sont emparés de ce geste absolument, mais qui a parlé, à part le maire de Mions, Claude Cohen, de cet élu qu'il a eu en face de lui en plein conseil municipal et qui portait, a-t-il dit, une écharpe du Hamas? Très peu de gens, très peu de gens. Pourtant, ça devrait faire au moins autant de bruit, vu ce qui s'est passé le 7 octobre en Israël. Eh bien non. Donc vous voyez, ça dit beaucoup aussi sur le traitement de l'info, sur la hiérarchisation de l'info, sur le biais éditorial des médias qu'on appelle mainstream. C'est quand même très flagrant, vous voyez. Parfois, il faut avoir un tout petit peu de mémoire et rapprocher les faits pour se rendre compte que les caisses de résonance sont pas du tout les mêmes, suivant précisément qu'on est dans le camp du bien, ce qu'ils estiment le camp du bien, ou dans le camp du mal, ce qu'ils estiment souvent les gens du bien, en montrant du doigt ceux qui appartiennent au camp d'en face. Mais c'est parce qu'on a vu hier à la marche contre l'islamophobie, c'est que de toute façon, eux considèrent aujourd'hui que le musulman c'est le nouveau juif.
et c'est ce qu'on entendait lorsque Jean-Luc Mélenchon était à Lille, c'est-à-dire ils vont dire qu'aujourd'hui on essaye justement d'éradiquer les musulmans, etc. Donc tout est permis. Ils se mettent, eux considèrent être des héros, etc. à défendre les victimes, etc. Ils se trompent complètement. Allez, il faut marquer une pause. C'était à Villeneuve-Saint-Georges et l'élu s'est excusé à 200%. C'était lors d'un conseil municipal agité, mais ça n'excuse en rien. Mais est-ce que l'élu communiste s'est excusé? Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble avec vous. On va parler donc de cet internat. C'était à Nice hier. Gabriel Attal. Non, c'est ce matin. Oui, Gabriel Attal, à Nice, qui lance un internat pour élèves décrocheurs. Il pense que c'est une solution que de mettre ces enfants en retrait et de les encadrer. Alors, avec quels moyens, dans quel endroit, je sais pas. C'est un stage. C'est pas un internat. C'est-à-dire que c'est un stage qui est calqué sur les vacances scolaires de ces élèves. Donc ça va durer 15 jours. Et donc je crois que c'est des classes de 22 élèves où ils vont être mis face, en tout cas ce qui est annoncé, mis face à leurs responsabilités, encadrés par le département. Je crois que les militaires vont participer à ce stage. Bon, voilà, je sais pas quoi en penser, je sais pas quoi vous dire. Je suis pas sûr qu'un stage de 15 une jours, colonie de vacances en quelque sorte, pour être un peu taquin. Je suis pas sûr qu'une colonie de vacances serve à quelque chose dans l'esprit de ces jeunes. Oui, colonie de vacances certainement un peu plus encadrée et un petit peu plus. Alors je crois que les parents sont sollicités aussi. Mais c'est uniquement sur la base du volontariat. Ouais. Alors moi je vais prendre mon expérience. Oui. Moi de la 6e à la terminale, j'étais en pension en internat. Donc cet internat, qu'est-ce que c'était? Je rentrais toutes les 3 semaines, on travaillait le samedi, y compris 5 heures d'études le dimanche. D'ailleurs c'était uniquement masculin, on n'avait pas de téléphone, donc même le plus nul de la classe il lisait Victor Hugo pendant les récréations parce que sinon il avait rien d'autre à faire. Donc c'était vraiment cadré. Et lorsque vous parliez, parce qu'on avait des lectures le soir pendant le dîner, c'était vraiment à l'ancienne, et moi j'étais plutôt un élève turbulent, ça m'a énormément aidé, je me suis fait mes meilleurs amis là-dedans. Et lorsque il y avait le dîner, il y avait une lecture la moitié du dîner, et ensuite voilà. Et si vous parliez, vous étiez puni tout de suite la vaisselle, ou vous étiez au piquet, etc. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, lorsque Gabriel Attal dit on va faire des internats, dans le fond, les retraités à qui il parle s'imaginent que c'est de ça dont on parle. Ce que j'ai vécu. Non, c'est pas ça. C'est un parce monde que de qui toute façon, plus, avant de mettre quelqu'un au piquet ou de lui mettre la vaisselle ou de le priver justement de sortie, il va de toute façon falloir appeler les avocats, faire venir les gens. Et étant donné que c'est des enfants qui ont des problèmes, parfois ça arrive que leurs parents aient des problèmes. Donc ça va pas résoudre les choses. Moi, c'était plutôt simple. En règle générale, lorsque mes parents n'étaient pas d'accord, la direction lui disait dans ce cas, vous récupérez votre enfant. Point barre en fait, parce qu'ici il y a des règles et c'est comme ça qu'il faut s'y conformer. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, aujourd'hui, vu la société actuelle, c'est impossible de mettre en place ce type d'internat. D'ailleurs, en général, il est fait pour des écoles hors contrat ou des écoles privées, parce qu'il y a un rapport à la sanction et à l'éducation qui est complètement fou. Aujourd'hui, pour éduquer quelqu'un, c'était Nicolas Sarkozy qui le disait, on gagne jamais autant de liberté que lorsqu'on transgresse. Mais pour pouvoir faire de la transgression, il faut des règles. Et pour pouvoir imposer des règles, il faut une sanction. C'est quelque chose de très basique aujourd'hui, mais on a créé une société de l'enfant roi, où il n'y a plus que lui qui compte. Vous savez, il ne faut plus rien faire, il ne faut plus donner de notes, il faut mettre des couleurs, et attention, pas le rouge, parce que ça va rappeler des choses négatives. Alors que justement, les enfants qui sont en difficulté ou en décrochage, il faut être capable de faire un véritable encadrement, ce qu'on n'est plus capable de faire. Oui, moi j'avais pas compris ça en fait, je croyais qu'ils voulaient vraiment des internats pour les élèves, là 15 jours, ça... Là c'est une expérimentation, ou pour le reste de l'année après, mais là c'est une expérimentation qu'ils vont faire pendant 5 comme la fameuse journée avec l'armée en troisième. C'est à nouveau un petit bijou marketing, on nous dit pas avec quels moyens déjà, parce que pour mettre ça en place, il faut des moyens humains et des moyens financiers. Moi, ce que je constate quand même, c'est que l'enseignement privé en ce moment est très attaqué, mais typiquement, c'est un enseignement qui propose des solutions pour des enfants en situation de fragilité et qui ont un rapport compliqué à l'autorité. Je crois que la vraie solution, c'est de remettre l'autorité
au cœur de l'enseignement. Ce que fait Espérance Banlieue, par exemple, ça fonctionne aussi dans les quartiers. Ça fonctionne très très bien. Ouais. Ils ont des résultats formidables avec les enfants, parce que c'est un travail qui se fait avec les familles et qui accepte une fois pour toutes que l'autorité c'est quelque chose d'essentiel. Mais vous savez, moi, ce que je constate quand même, c'est que c'est toujours la même histoire. Ce sont des grandes annonces, voilà, comme pour tous les sujets dont on vient de parler ici, des grandes annonces. Au final, que se passe-t-il ? On demande tout aux professeurs, tout, absolument tout, et on retire tous les moyens aux profs et aux enseignants d'exercer leur métier. La vérité, c'est cela. Vous parliez des avocats, vous parliez, moi je peux vous parler aussi de trop de parents à l'école. Voilà, l'école, les parents n'ont pas, pardon de le dire, je sais que ça n'est pas très populaire, mais les parents n'ont pas leur place à l'école. Voilà. Là, on fait encore du en même temps. Hein. C'est du en même temps, absolument. Dans le cadre d'une concertation avec les familles et tous les acteurs, rien d'imposé ou de répressif. Donc, internat, comme vous le dites, c'est le mot qui fait un peu peur, qui est un peu peur. C'est-à-dire, on voit l'ordre, la discipline. Oui, mais l'ordre et la discipline, c'est ce qui permet le meilleur enseignement. C'est une colonie gratos payée par l'argent public. Écoutez, et on n'a pas trouvé l'argent encore. Écoutez, le mot, l'internat ne doit pas être uniquement vu comme un objet répétitif. Bon, voilà, c'est foutu. Oui. Alors, comme d'habitude, me semble-t-il, avec Gabriel Attal, d'ailleurs, il le paye très cher dans les sondages, on est sur de la com. Oui, parce qu'en fait, convoquer le mot d'autorité, il a parlé de choc d'autorité à l'école en disant que l'autorité n'est pas une valeur dépassée. Je pense que même c'est une valeur d'avenir, l'autorité. Bon. Mais en fait, derrière le mot internat, c'est, comme on l'a dit là, à plusieurs reprises, c'est une coquille vide. Donc en fait, Gabriel Attal, sur plein de sujets, il ne fait que de la com. Sur plein de sujets, il explique que chaque dossier qu'il traite est une priorité absolue. Mais vous savez, le bon sens populaire a déjà et depuis longtemps remarqué que trop de priorités tue la priorité. Donc en fait, Gabriel Attal est en train de se prendre les pieds dans le tapis qu'il a tissé de sa propre communication pour essayer de gravir le plus rapidement possible le sommet de l'État. Et en fait, les sondages lui sont extrêmement défavorables en ce moment. Je ne sais pas si vous avez vu. Il a fêté ses 100 jours, là. Il y a 60% de Français qui sont mécontents. Alors qu'on nous avait présenté Gabriel Attal comme la fusée mise sur orbite qui allait changer le pays. En fait, Gabriel Attal, l'effet waouh n'aura duré que même pas 100 jours. Vous voyez, c'est un peu comme les roses, Gabriel Attal. Vous voyez, ça dure que quelques jours. Et en fait, Gabriel Attal, il est déjà usé. D'ailleurs, je me demande dans quelle mesure, si la liste de Madame Hayet, ce qui est bien parti, prend une baffe après le 9 juin aux européennes, si Monsieur Attal ne va pas commencer à compter les jours qui lui restent à passer à Matignon. Parce que, mais le président de la République... vous connaissez le président, Eric, hein. Je pense pas que s'il prend une baffe aux élections européennes, il change de gouvernement. On verra. Franchement, quand on connaît Emmanuel Macron et sa façon de le président n'est pas pour la sanction. Je m'en réjouis, mais ce que je veux dire, c'est que là, il est quand même dans une situation apocalyptique, sans doute, le président de la République, avec un Bardella qui lui dit, moi, je demande la dissolution de l'Assemblée nationale, parce que vous ne représentez plus rien et vous allez vous prendre 15, 20, 10 points, 12 points d'écart avec votre liste. Donc, on est quand même dans une situation démocratique dans ce pays qui est absolument hallucinante. Donc, Gabriel Attal, vous pensez qu'il sera maintenu ? Écoutez, je sais pas. Je lis des papiers dans la presse où on m'explique que ça va plus du tout entre Gabriel Attal et Emmanuel Macron, qui ne se supportent plus, que bon. Vous voulez que je vous donne l'exemple d'Edouard Philippe ou d'Elisabeth Borne, qui ça n'allait plus du tout au bout de 10 jours, à chaque fois. En fait, Emmanuel Macron, moi, je l'analyse comme ça, je pense qu'il veut le moins de problèmes possible. En vérité. C'est raté, là. Je suis désolé, le fait que Gabriel Attal se plante, pour lui, ça lui fait moins de problèmes à gérer, puisqu'au moins, comme ça, la lumière est encore sur lui, et il a un Premier ministre derrière qui, franchement, et vous avez raison pour le coup, n'est pas à la hauteur du moment. C'est-à-dire qu'on nous avait survendu Gabriel Attal comme Premier ministre en disant vous allez voir ce que vous allez voir, et on a vu ce qu'on a vu, c'est-à-dire pas grand-chose, des effets d'annonce. Alors on va en parler dans quelques minutes, un décret qui a été voté il y a quelques heures sur les aides familiales, mais c'est vrai, une chute impressionnante dans les sondages, parce que Gabriel Attal n'imprime pas auprès des Français. Parce que si en fait on n'est pas sur une question d'homme, on est sur une question d'idéologie et de ligne politique. Donc à chaque fois, ils font du marqué. Mais bien sûr, en fait, à partir du moment où vous dites, de toute façon, on va réinstaurer l'ordre, et que vous gardez Dupond-Moretti, qui est quand même le représentant du laxisme judiciaire, qui est encore une fois sa première décision, c'est d'aller visiter les prisonniers en prison. Mais c'est pas vrai ça, Eric. Ça veut dire qu'à chaque fois, non mais moi j'entends toujours sur les plateaux de télévision, etc., à la radio, on dit oui, aujourd'hui le vrai sujet,
c'est la justice, c'est l'application des peines, etc. Ben, on a un ministre de la Justice aujourd'hui qui n'est pas du tout sur la même ligne que Gabriel Attal. Non. Donc c'est tout. Donc en fait, il n'y a aucune cohérence. Ça veut dire que tout ce qui est fait d'un côté est détricoté de l'autre. Mais pourquoi vous dites ça? En fait, je comprends pas. Ça se propose, je le comprends pas. C'est quoi? Ils sont pas sur la même ligne politique. Vous n'avez jamais autant eu de condamnations en France. Il y a un problème de société. Alors je vais vous dire, c'est pas compliqué d'avoir autant de condamnations. Déjà parce qu'on n'avait pas beaucoup avant. Ensuite parce que la délinquance elle a augmenté. Moi, ce que j'aimerais juste, c'est qu'il y ait une baisse justement aujourd'hui de la délinquance. Ce qui n'arrive pas. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui tous les jeunes, notamment, et c'est pour ça que c'est les jeunes les premiers. Ils considèrent justement qu'il y a un laxisme aujourd'hui. Bon. Ce qui est vrai. On l'a vu sur ce qu'ils ont justement mis en place, les juges, sur ce délai. Non mais les juges, de toute façon, faut arrêter de leur faire confiance. Faut mettre des peines planchées. Parce que les juges, quand il y en a 30% qui sont justement du syndicat de la magistrature... Pour des raisons idéologiques. Et c'est dommage que ça n'ait pas marché. Il faut obliger. Je suis d'accord avec vous, mais il faut changer les raisons idéologiques ou les idéologies. Oui, mais ils ne changeront pas parce corporatisme. Il faut aussi parler de la majorité pénale. La majorité pénale. Allez, il faudrait qu'on parle aussi de la majorité pénale. C'est un vrai sujet. Allez, petite pause sur Sud Radio. On se retrouve dans un instant. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord. Valérie Expert. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Allez, parlons de François Ruffin. Il serait en meilleure position que Jean-Luc Mélenchon selon un sondage commandé par son mouvement. C'est un sondage commandé par Picardie Debout qui donc semble placer François Ruffin devant Jean-Luc Mélenchon s'il se présentait à l'élection présidentielle. 29% des voix, c'est ce qu'il obtiendrait, soit 1 point de moins que Marine Le Pen, 4 de plus qu'Édouard Philippe. Donc François Ruffin commence à tracer son sillon. Enfin, pour moi, il commence pas. Ça fait un moment qu'il le trace, qui se démarque largement des propos tenus par la France insoumise. Et d'ailleurs, est-ce que c'est pas ça qu'il est en train de récolter, quoi? Rien que sur le 7 octobre, je trouve qu'il a eu à gauche une position qu'on peut contester à certains moments, mais qui, sur le fond, globalement, est plutôt cohérente sur quelqu'un qui vient de la gauche. À proprement parler. Donc c'est pas le début. D'ailleurs, vous le voyez pas s'afficher avec la tête de liste pour les élections européennes, François Ruffin, sur toutes les réunions publiques qui se tiennent. Vous ne le voyez plus s'afficher avec Jean-Luc Mélenchon. Donc en fait, ce sondage il est très important parce que il le place donc devant Jean-Luc Mélenchon, mais surtout à presque égalité avec Marine Le Pen. Oui, c'est ça qui est au premier pas n'importe tour. Quoi. Est-ce que c'est censé nous rassurer? Non, je sais pas si c'est censé vous rassurer. En tout cas, il se passe quelque chose chez les Insoumis et même au sein de la NUP. Parce que ça joue plus loin que la France insoumise qui est en train de se passer. Au sein de la NUP, on vous dit que Glucksmann va faire le meilleur score pour les prochaines européennes, et on est en train de vous annoncer que François Ruffin serait mieux placé pour les présidentielles. C'est que c'est en train d'exploser, enfin d'imploser, en tout cas en interne. Alors, pour moi, François Ruffin, c'est le François Barouin de l'extrême gauche. Ça veut dire que il y a 2-3 amis qui font un sondage, il y a 2-3 dîners, il y a les gens qui sont pas contents, et lui il se dit tiens, pourquoi pas, si tout le monde disparaît d'un coup pour la première fois en politique, on va me donner le plateau et je vais y aller. La vérité, c'est que quand on dit qu'il ne s'affiche plus avec Jean-Luc Mélenchon, c'est que de toute façon François Ruffin avant ne faisait pas grand-chose, il n'a jamais vraiment fait grand-chose, et donc aujourd'hui il est d'abord mu par une réalité électorale, et ça il faut lire Jérôme Fourquet, son dernier livre qu'il analyse. Elle s'explique, la différence entre Mélenchon et François Ruffin, uniquement par l'aspect de sa circonscription, où en effet François Ruffin fait un bien meilleur score que Jean-Luc Mélenchon lors de la présidentielle et donc pour les législatives, parce qu'il va chercher des électeurs de Marine Le Pen. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je n'ai pas la sensation qu'il soit à la hauteur, c'est-à-dire il n'est pas non plus allé sur une chaîne de grande écoute en train d'expliquer que Jean-Luc Mélenchon se trompe, qu'il se fourvoie, que ce qu'il dit est scandaleux, il ne va pas au clash, il se contente de rester en retrait. Donc je pense qu'il y aura absolument aucun combat, que Jean-Luc Mélenchon ne va pas du tout, céder la place à qui que ce soit, et qu'à la fin, Ruffin, de toute façon, va se ranger derrière lui. Et donc, ça va aider aussi Mélenchon en montrant que finalement, on peut avoir à la fois des radicaux, des radicalisés et des modérés, entre guillemets, parce que Ruffin, franchement, je vois ses tweets, etc. Je vois pas énormément de différence à part le coup de gueule, quoi. Ouais. Moi, c'est une querelle de famille dont je ne veux pas me mêler. En tout cas, vous en avez suffisamment.
ce que je peux dire quand même, c'est que si le Chavez de la France Insoumise décide d'y aller, évidemment, Monsieur Ruffin se couchera. Ça me rappelle un petit peu le duo Mitterrand-Rocard. On nous disait que Rocard allait y aller, qu'il était le nouvel espoir de la gauche. À la fin des fins, Mitterrand a dit j'y vais et Rocard s'est couché. Donc moi, je n'y crois absolument pas. Moi, voilà. Que Ruffin incarne quelque chose de plus présentable pour la gauche entre guillemets républicaine que Mélenchon, ça fait pas de doute. Maintenant, je vais pas remettre en cause la validité du sondage Picardie, Sofres, Ifop, le journal du dimanche, Tribune du dimanche. Là. Mais si vous voulez, si vous interrogez, si vous regardez le taux de notoriété de François Ruffin, population globale en France, vous verrez qu'il y a plus de gens qui ne le connaissent pas que de gens qui le connaissent. Donc j'ai du mal à imaginer que sur les gens qui ne le connaissent pas, il le place à égalité avec Marine Le Pen. Alors on pense qu'on veut, mais qui connaissent le nom et le programme. Non, je suis en train de dire que il y a oui, c'est ça la politique. Sans doute qu'il a un petit groupe d'amis qui est en train de faire monter sa différence et ça vous aide d'avoir un sondage puisque les médias en parlent depuis hier. Sûr, par qui a-t-il été demandé ce sondage? Je vais noter que ses amis sont paradoxalement les premiers à le flinguer quand ils se différencient. Parce que la seule fois où Ruffin a eu un peu de courage, vous vous rappelez, c'est quand il avait dit la théorie du genre, toute cette promotion un peu trop trans, etc., c'est pas bien. D'un coup, il s'est pris un procès en transphobie. C'est-à-dire qu'en fait, on accepte sa différence quand il n'exprime rien. Mais quand il commence à la mettre en avant, de toute façon, ses fameux avis, il le flingue. Et là où je vous rejoins, c'est que dans ce cas-là, Fabien Roussel 2027. Parce qu'il est super, Fabien Roussel aussi, dans les codes de popularité aujourd'hui. Il est un peu moins bien quand même ces dernières semaines, Fabien Roussel. D'ailleurs, vous entendez ce matin, je suis un peu d'accord avec vous, qui fait un peu plus de politique. Non mais simplement sur ce sondage de François Ruffin aujourd'hui, ça vous aura pas échappé, même si je pense que ça a échappé à la majorité des Français, qu'il y a une élection européenne le 9 juin prochain. Bon, cette élection européenne, elle est primordiale pour beaucoup de partis, mais encore plus pour la France Insoumise. Parce qu'ils ont clairement fait un choix qui est de parler de tout sauf de l'Europe dans leur élection et de prendre des têtes de liste, des candidats sur leur liste qui parleront de tout sauf de l'Europe. Je pense notamment à Rima Hassan qui pense que c'est une élection pour les territoires palestiniens et non pour l'Europe. Si demain, la liste de Manon Aubry de la France Insoumise fait 6-5%, peut-être moins de 5%, j'y crois pas, mais moins de 5% et que vous avez zéro élu à l'Union européenne pour les Insoumis, c'est une claque et ils pourront pas s'en relever normalement. Même 6%, ils pourront pas s'en relever normalement, les Insoumis. Donc il y aura forcément un débat en interne et ça sera acté que le choix politique, que la stratégie politique adoptée par Jean-Luc Mélenchon et ses plus proches soutiens, dont plusieurs ont disparu depuis quelques semaines, je suis désolé, alors on va nous expliquer que c'est extra-politique, mais moi j'entends très peu Alexis Corbière ou Raquel Garrido ou même François Ruffin, comme on en parlait, et même Clémentine Autain, exactement, s'exprimer et venir prendre la défense de cette liste LFI pour les élections européennes. S'il se plante à ces élections le 9 juin prochain, forcément vous aurez un débat. Et forcément, peut-être que Jean-Luc Mélenchon ne pourra pas revenir, parce que quand il fait ses allusions dégueulasses entre Eichmann et un président d'université, ça à un moment il va le payer, à un moment donné. Et je pense que les européennes serviront de ça. Évidemment, c'est pas moi qui vais défendre Jean-Luc Mélenchon et la ligne politique qui est la sienne, mais je remarque quand même une chose, parce qu'il faut avoir un peu de mémoire aussi en politique, ce qui est votre cas, c'est que vous vous souvenez, après les élections régionales et le fiasco pour le Rassemblement national, dont on avait dit qu'il pourrait enlever 2-3 présidences de région, on avait dit la ligne Marine Le Pen, c'est fini, elle a perdu toute crédibilité, elle vient de perdre les régionales, ils vont passer à autre chose. Force est de constater que non seulement le RN n'est pas passé à autre chose, il s'est davantage normalisé, avec un Bardella plus séduisant pour notamment les jeunes que jamais. Donc si vous voulez, la politique c'est complexe. Maintenant, moi ce que je vois bien, c'est pas une implosion, c'est une explosion de la France Insoumise après l'explosion de la NUPES. Pourquoi ? Parce que oui, il y a Corbière et Garrido qui sont en embuscade, oui, il y a Clémentine Autain, oui, il y a François Ruffin. Que va faire Bompard dans tout ça ? Il va rester fidèle au capitaine qui est en train de couler le bateau sur lequel ils sont tous en train de naviguer. Bon, moi je pense que ça va voler en éclats. Et puis il y a Raphaël Glucksmann. Moi j'ai mis un petit billet sur l'idée. Alors pour l'instant, je redis, je pense que Raphaël Glucksmann peut créer la surprise. Il peut faire un score supérieur à celui de Valérie Hayé. Ce qu'il faut regarder, c'est pas tellement les scores actuels, c'est la dynamique des courbes. Et sur certains sondages, vous voyez que Valérie
baisse et que Glucksmann monte. Lui progresse, absolument. Après, je pense que Mélenchon, pour moi, son sujet, c'est pas les élections européennes, hein, c'est la prochaine présidentielle. Il radicalise son électorat, il ouvre la fenêtre d'Overton à gauche, et donc de toute façon, cet électorat-là, il existe, hein, il se construit sur une réalité, et donc les Glucksmann ou les Ruffin et compagnie qui voudraient peut-être rassembler, ils devront de toute façon prendre en compte cela. Et en général, la prime, quand même, sur ce genre de choses, elle est au plus radical. Oui, absolument. Je crois qu'il veut véritablement enjamber toutes les échéances jusqu'au présidentiel. Ça me semble évident. À signaler qu'il est ce soir à Sciences Po, Jean-Luc Mélenchon. Paris, Sciences Po Paris, absolument. Paris, Et je vois le tweet de Florence Bergeau-Blaclair qui dit « Je suis docteur en anthropologie, universitaire, CNRS, etc. Et je ne suis pas la bienvenue à Sciences Po Paris. En revanche, le leader d'un parti politique de surcroît, c'est ce qu'elle dit, antisémite et pro-islamiste, peut y organiser une conférence. Est-ce que c'est bien normal ?» Florence Bergeau-Blaclair fait partie des gens qui ont été... On connaît les dérives de Sciences Po. Ce qui est scandaleux, pardonnez-moi, qui est scandaleux, moi je vais vous dire, je suis un vrai libéral. Je défends la liberté d'expression au sens large, y compris pour Mélenchon et ses colistiers. Mais pardon, est-ce que vous avez entendu des gens de l'extrême gauche être révoltés lorsqu'on interdit Sylviane Agacinski ou Finkielkraut ou d'autres personnalités? On les interdit de prendre la parole dans les universités. Ils ne bronchent jamais. Donc en fait, ce sont des vrais trotskistes. C'est-à-dire que ce sont des gens qui considèrent qu'il ne faut pas de liberté d'expression pour leurs ennemis politiques. C'est totalitaire. Absolument, c'est totalitaire. Et là où je vais reprendre un peu ce que dit Florence Bergeau-Blaclair, ce n'est pas Mélenchon qui l'organise. Non, c'est les élèves. Les étudiants. Mélenchon n'a plus besoin aujourd'hui même de demander à Sciences Po, la fac de Nanterre, etc., de lui organiser des choses. Ça veut dire que ce sont des écoles aussi, il faut l'assumer. Le projet de Sciences Po est un projet qui a vocation aussi à être ouvert sur le monde. Donc on a aussi énormément d'étudiants étrangers qui aujourd'hui sont en soutien aussi à la cause palestinienne, etc. Et de façon plutôt très radicale, eu égard à ce que pense aujourd'hui la logique du Sud global. Et donc c'est cohérent. On est en train de perdre aujourd'hui aussi ce type d'université de façon définitive, et c'est pas uniquement la responsabilité de Mélenchon. Non, mais et puis il y a quelques semaines, vous aviez aussi la représentante de l'ONU, vous savez, albanaise, qui avait été reçue par les mêmes étudiants avec des drapeaux palestiniens dans l'amphi. Il y a des drapeaux du Hamas aussi. Ça devient politique en fait, en quelque sorte. Donc, tant que la direction ne se saisira pas de ce problème-là, parce que c'est aussi la direction de Sciences Po. Oui, mais ils sont tenus par des fonds. Ils sont tenus par des fonds. Ils sont tenus par des fonds étrangers, par des fonds américains. C'est-à-dire que c'est exactement ce qu'ils expliquent. C'est foutu, alors. Quand d'ailleurs on essaye de comprendre pourquoi il y avait eu la démission du président de Sciences Po, etc., on comprend qu'en fait c'est en raison d'intérêts étrangers, notamment américains, qui sont vraiment wokistes en fait. Donc faut que nos auditeurs comprennent ça. C'est que Sciences Po, ça nous appartient. Dans les grandes universités américaines que je connais un peu, ils sont en train de rétropédaler les partenaires financiers. Et je pense au MIT, à Harvard et d'autres, parce qu'ils s'aperçoivent que ça a tellement été loin. Il y a tellement de problèmes en interne que certaines d'ailleurs grandes universités américaines sont en train de perdre ils sont totalement dépassés, leur luxe. En réalité, les gens qui donnent de l'argent à coût de millions de dollars par an dans ces grandes universités sont en train de revoir leurs dons. Vous avez à Yale une chaîne humaine qui s'est constituée pour empêcher un étudiant juif de rentrer à l'intérieur. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Voilà. Très bonne journée sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.